Bonjour. Voilà, donc je vais vous faire cette présentation. J'espère que je ne vais pas être trop long. Donc le plan de ma présentation, je vais rapidement faire une petite introduction qui est surtout basée sur deux exemples. Ensuite, je vais faire un rapide survol des principales méthodes qui ont été proposées. On fera quand même une proposition de test. Et ensuite, une légère discussion. Alors la problématique, c'est que on est dans le contexte de l'immunothérapie, on commence à avoir des essais de phase 3 qui sont publiés depuis quelques années et on a très tôt en fait, il a été anticipé et les essais le montrent que dans ces essais, on avait un risque d'avoir un effet retardé des traitements qui utilisent le système immunitaire des patients pour lutter contre la maladie. Donc en termes plus statistiques, la proportionnalité n'est pas respectée. Et la crainte, en fait, en soi, c'est pas un problème. La crainte, quand même, c'est que les méthodes qu'on utilise habituellement dans les essais cliniques pour designer et pour analyser les essais cliniques n'étaient pas très performantes. Et en tout cas, il pouvait y avoir un problème de puissance. Et donc, se poser le problème de quelles sont les méthodes qui seraient peut-être plus recommandées dans ces essais. Donc, il y a eu beaucoup de papiers, mais c'est quand même il y a encore des papiers qui sont publiés. Alors comme je l'ai dit, je vais essayer de présenter, ma présentation va suivre en fil rouge qui va être présenté tout au long de ma présentation, l'analyse en fait de deux essais randomisés qui ont été publiés dans le New England Journal of Medicine. En haut à droite, vous avez en fait la courbe de survie à l'arrière-plan et je lève. Merci. Donc la courbe de survie qui est à l'arrière-plan et la courbe de disease-free survival qui est la courbe qui est la plus avancée. Donc je vais juste vous faire remarquer que sur ces deux courbes-là, en fait, on a bien l'illustration de l'effet retardé, c'est-à-dire qu'au tout départ, les deux courbes sont superposées et il faut attendre quelques mois avant de voir les courbes se dissocier. C'est ce qu'on appelle l'effet retardé et on va voir quelles sont les implications. Une remarque aussi, c'est que sur la disease-free, sur la DFS, en fait, on peut même voir que on a un léger, au tout début, en fait, on a le groupe expérimental, la chimiothérapie dans ce cas-là, la chimiothérapie standard, qui est légèrement en faveur, qui a une meilleure survie au départ, puis ensuite, ça s'inverse. Donc on va voir quelles sont les conséquences de ces légers phénomènes. Le deuxième essai, c'est l'essai Pacific qui a été publié l'année suivante dans le New England Journal of Medicine. C'est un petit peu le contre-exemple, c'est-à-dire qu'on voit bien que sur les courbes, on a deux belles courbes de survie et en fait, on ne voit pas très bien ce problème de décalage et on a plutôt l'impression d'une bonne proportionnalité. Donc c'est juste pour montrer que ce problème d'effet retard n'est pas nécessairement vérifié tout le temps. Alors, on va le voir après, en fait, lorsqu'on a un effet retard, comme dans le premier exemple, en fait, ça va se traduire par une perte importante de puissance si on utilise les méthodes classiques. Et donc, très tôt, ça a été anticipé et on a cherché des solutions. Donc, une méthode qui est naturelle, en fait, c'est de conférer un poids différent aux patients, conférer un poids différent en fonction de la date de décès du patient. Donc, ce qui revient en termes statistiques, en fait, ça revient à faire des tests de log-rank pondérés. Et il y a une famille de tests de log-rank pondérés qui est très utilisée en pratique. C'est la famille de Fleming-Harrington, qui a été développée en 81. Et donc, cette fonction, c'est une famille de poids, W de T, qui dépend de la fonction de survie et de la fonction 1-, donc la fonction d'incidence. Donc il faut choisir dans cette famille un coefficient ρ, un coefficient gamma, et vous définissez ainsi une famille de poids. Alors la famille est très large. Les exemples, très souvent, en fait, il y a des poids qui sont assez naturels. L'exemple peut-être qui est le plus naturel, c'est de prendre comme poids la fonction de survie elle-même, estimée par la méthode de Kaplan-Meier. Donc c'est une fonction, donc la fonction de survie prend la valeur 1 au temps 0, puis ensuite va décroître. Ce qui veut dire que le poids avec cette fonction on va affecter un plus grand poids aux premiers événements et un poids quasiment nul aux derniers événements. Dans notre cas, c'est pas ce qu'on cherche. On veut plutôt
privilégier les événements tardifs, puisqu'on s'attend à des différences tardives, donc on va plutôt s'orienter vers 1 moins la fonction de survie. Et en fonction du choix de ces fonctions, on va être capable de détecter des différences plus facilement. Tout récemment, il y a pas très longtemps, en fait, on a réussi à faire la relation entre ces tests de log-rank et le modèle de Cox. Et c'est important parce qu'en fait, ça permet de comprendre dans quelles situations ces tests vont être efficaces. Et en fait, en fonction un test de log-rank pondéré, on arrive à le relier à un modèle de Cox dont l'effet du traitement est modélisé par le coefficient bêta et une fonction A de t. C'est en fait le produit des deux. C'est-à-dire c'est un modèle où le hazard ratio dépend du temps. Et ce hazard ratio, c'est tout simplement qui dépend de temps. On peut l'exprimer comme l'exponentielle de bêta élevée à la puissance A de t. Et cette fonction A de t, c'est tout simplement, elle est liée en fait à la fonction de poids qu'on choisit. Et elle est divisée par le maximum. Donc si je reprends l'exemple de la fonction de survie qui vaut le maximum est au temps 0 vaut 1, A de t, c'est tout simplement la fonction de survie. Donc, ce qui veut dire que vous aurez en fonction, ça va être un test qui va être très puissant si les données sont générées selon ce modèle-là, et qu'il sera moins, si ce n'est pas le cas. Alors, je reviens à mes exemples, j'ai appliqué ces données. Donc, la première ligne, en fait, c'est les résultats de l'étude Keynote 045, c'est le pembrolizumab, celle où, en fait, on avait un effet retardé. Et ce que je vous ai dit, en fait, la première colonne, c'est tous les poids sont égaux à 1, ça correspond au log-rank, et on a bien une p-valeur qui est à 0,917, qui n'est pas du tout significative. Si je regarde la littérature et j'utilise d'autres poids, en fait, on s'aperçoit que le test peut devenir très très significatif. Donc, d'où l'importance de cette question-là. En revanche, dans le deuxième exemple, en fait, vous pouvez remarquer que quel que soit le test que j'ai fait, avec aucun poids ou avec des poids précoces ou tardifs, j'ai une différence qui est très très significative. Et ce genre de situation arrive notamment lorsque on a la proportionnalité des risques. En fait, toutes les méthodes sont assez concordantes lorsqu'on a la proportionnalité des risques. Donc là, sur cet exemple, on illustre bien le manque de puissance des méthodes classiques qui donnent un poids égal à 1 à tous les événements, comme le log-rank et le Cox classique. Il y a une autre méthode qui a été proposée dans la littérature et qui a beaucoup de sens, en fait, c'est une méthode proposée par Royston et Parmar en 2011, qui consiste en fait à baser un test sur la différence entre deux aires sous la courbe, qui est l'air en fait sous la courbe qui se trouve sous la fonction de survie. On sait bien que l'air sous la courbe de la fonction de survie, ça donne en fait la moyenne de survie. Donc la différence, elle a du sens, c'est tout simplement on essaye d'estimer une différence de délai moyen entre les deux courbes. Et ça s'appelle le Restricted Mean Survival Time, parce qu'en fait c'est une intégrale qui va de 0 jusqu'à un temps donné. Ce temps pouvait être le dernier événement observé. Donc elle a été étudiée, recommandée par plusieurs auteurs dans la littérature, et notamment dans le cadre de l'immunothérapie, il y a des gens qui sont allés comparer en fait les performances de cette méthode à les méthodes de Cox, et ils ont réussi à montrer qu'ils la recommandent parce qu'en même en termes de précision sur l'effet, on a une meilleure précision. Donc je vais appliquer ces méthodes à mon exemple, et donc je reprends exactement les mêmes résultats. Sur le Keynote Trial, les deux dernières colonnes, vous avez en fait les résultats de la méthode RMST, donc pour le Keynote Trial et pour le Pacific. Donc il y a différentes versions de la MST, on peut travailler sur des différences plutôt en ratio. En général, les résultats sont assez concordants. Ce qu'on voit sur ces résultats, la première ligne, on a une p-valeur à 0,077, 0,071, donc c'est pas un gros souci. Là, sur cet exemple, en fait, c'est pas significatif, c'est proche de la significativité, et ça, on l'explique, c'est par rapport à la remarque que j'ai donnée au départ, c'est-à-dire qu'au tout début, il y avait la courbe du groupe contrôle qui était légèrement au-dessus, et c'est ça qui fait que finalement, on n'est pas significatif. Donc, c'est quelque chose qui peut arriver en pratique. Et enfin, avant de passer à une proposition, une dernière chose, c'est que je reviendrai peut-être après, un peu plus tard. Il y a une dernière solution qui a été proposée, c'est de faire un test de log-rank où cette fois-ci, on accorde un poids égal à 0 à tous les événements qui arrivent au début, et le poids est égal à 1 juste après. Et ça a été proposé par Xu en 2017 et ensuite en 2018.
Le modèle qui est derrière, c'est juste un modèle de Cox finalement, avec un hasard de base qui est commun jusqu'à un temps T1 qui est choisi, et puis ensuite on a un effet du traitement, mais uniquement après T1. Donc c'est en fait un modèle de Cox proportionnel par morceau. Nous, notre proposition, en fait, et je montrerai les résultats après, notre proposition, elle est basée là-dessus. La critique qu'on peut faire à ce modèle, c'est justement le choix du T1. On a bien vu que sur les deux exemples, une fois on avait un écart et une fois on n'en avait pas. Donc nous, ce qu'on fait comme proposition, c'est que finalement, on va faire varier ce T1, et on va prendre la plus grande valeur maximum qu'on obtient sur ces tests de log-rank, et ça va être notre statistique de test. Ça a été développé sur le log-rank classique. La seule différence, c'est que nous, on exclut, en faisant varier T1, on va exclure de plus en plus de décès au cours du temps. On arrive à obtenir des tests avec des taux d'erreur à 5% en utilisant l'approche de Renyi, qui tout simplement normalise cette statistique par la variance du log-rank, et on peut calculer une p-valeur très simplement parce qu'on connaît la distribution en acceptant une approximation. Nous, on a développé une autre méthode qui permet en fait par des simulations de reproduire en fait la distribution de cette statistique sous H0. Donc par exemple là en noir vous avez la statistique que l'on obtient lorsqu'on fait varier en fait le temps T1 et les statistiques, les trajectoires qu'on devrait obtenir sous l'hypothèse s'il n'y avait aucun effet. Et on voit que ici clairement on rejette parce qu'en fait la plus grande déviation de la statistique observée est largement supérieure aux plus grandes déviations des réalisations. Bon, j'ai peu de temps, mais vous verrez en fait que sur les exemples, quand on applique ces deux méthodes, on arrive en fait, j'ai découpé les études en sous-échantillons parce qu'on avait trop de puissance, et vous verrez qu'on arrive, même avec des échantillons bien plus réduits, à des bonnes chances d'arriver à démontrer les résultats, alors qu'avec le log-rank classique, c'est pas le cas. Ma conclusion en fait. Donc cette question a été très bien anticipée dans la littérature, il y a beaucoup de travaux, mais en fait il y a encore des publications nombreuses. Il y en a une qui est récemment publiée dans le European Journal of Cancer. Les simulations qu'on a faites, nous, on montre en fait le bon comportement des méthodes basées sur les statistiques basées sur un maximum de type Kaplan-Kolmogorov-Smirnov. Il y a un bon contrôle de l'erreur. Il y a un maintien de puissance, c'est ça qui est important, c'est-à-dire que même sous l'hypothèse où il y a un effet proportionnel, on a à peu près la même puissance que le log-rank classique. Donc en fait, c'est une méthode qui est intéressante. Elle évite le choix d'un seuil qui peut vraiment faire conduire à une non-significativité. On préfère en fait la méthode avec les simulations parce que en fait, ça nous permet de faire beaucoup d'extensions. Voilà. Le principal inconvénient, c'est qu'on ne peut pas faire des analyses pour l'instant séquentielles. On n'a pas encore développé les analyses séquentielles. Merci. Excusez.